il y a cette conception de l'État français qui était redevable à tous les citoyens de beaucoup de choses. Chose, j'ai l'impression, qui ne se retrouve pas dans tous les pays du sud de la Méditerranée, où on ne porte pas toutes ces espérances depuis des siècles sur l'État. C'est pourquoi le concept de vivre ensemble est assez intéressant. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que le fondement du contrat social dans notre société, il n'est pas davantage tourné vers ce que l'État peut nous offrir. Même si, bien sûr, aujourd'hui, avec le règne de Sa Majesté Mohamed VI, depuis son intronisation, a fait qu'effectivement, il y a cette vision royale qui pousse à croire en un avenir meilleur. Mais on n'est pas dans l'attente vraiment de cette promesse de quelque chose qui est dû et qui éventuellement ne serait pas honoré. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Salon des élus francophones qui s'est tenu à Paris ce 2 avril. Et pour en parler, je reçois M. Ragheb Ormatola, maire de la ville de Dakhla. Je ne vais pas déformer le nom. Non, c'est bien, c'est bien. Merci d'être sur notre plateau. Madame Dias Fendla, vice-doyenne de la faculté de sciences politiques et juridiques à l'université Ibn Tofayl de Kenitra. Super. Merci d'être sur notre plateau. Et M. Uri Diallo, président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, le maire de Vélingara. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Et Rudy Kazi, habitué de la maison, délégué général de l'Association des élus de France. Merci pour l'invitation. Et tout à l'heure, on aura aussi le maire de Poliana pour une interview exclusive. Messieurs, mesdames, surtout madame, on va faire honneur aux dames, quel bilan faites-vous de ce salon-là ? Alors j'ai été extrêmement honorée d'assister à ce premier salon francophone qui rassemble exclusivement des élus, mais le choix de l'Association des élus de France de s'ouvrir sur le monde académique a été un choix qui est parfaitement cohérent et ciblé, puisque cette diplomatie des territoires fait que les territoires ont permis le rapprochement de l'association du territoire et du monde académique. Donc nous avons signé une convention de partenariat il y a maintenant 1 an. Et donc, on se retrouve ici pour visiter l'association et son action sur le terrain en France, après 2 visites de cette même association au sein de nos locaux à Kenitra. Alors, le salon, je trouve que ça a été une réussite formidable, puisque en tant que chercheur, issu du monde académique, je me rends compte véritablement de l'action qui est menée sur le terrain, de la diplomatie, que ce soit des élus marocains, avec celle des élus français, et leur action est extrêmement louable. Alors justement, le salon a été l'occasion de rencontrer les amis sénégalais également et de voir que cette diplomatie ne se limite pas uniquement à des relations bilatérales, mais que ça couvre de manière beaucoup plus large tout le continent africain. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très appréciable en des temps qui sont plus ou moins variables, pour garder un ton neutre. Bien la précaution. Ah oui, la précaution est de taille. Monsieur le maire. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Et je voudrais d'abord remercier le délégué général, à travers lui, le président de l'Association des élus de France et toute son équipe, vraiment qui nous ont permis d'être parmi les invités d'honneur à ce salon très spécial pour nous, parce que c'est pour la première fois qu'on a eu ce genre de contact basé sur une convention que nous avons signée hier à la mairie du 9e arrondissement entre l'Association des élus de France et l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Donc, vous savez, nous, on n'a pas à dire... Le bilan, il est très, très positif. Donc, je pense que c'est pour la première fois, dans l'histoire, en tout cas, de notre association, depuis 1983, qui a eu quand même à signer une convention avec l'association des francophones. Donc, monsieur le délégué général, encore une fois de plus, merci à travers vous. Merci à monsieur le président et son équipe et l'ensemble des membres, vraiment, de l'association des élus de France. À nos amis et frères marocains, parce que c'est le même peuple, nous sommes tous très proches. Nous avons cette complicité, on s'aime entre nous. Donc, ça a été quand même un plaisir de les rencontrer, et surtout, comme l'a dit tout à l'heure la vice-doyenne de l'université de Kenitra, parce que le monde académique, nous ne pouvons rien faire sans le monde académique. Le bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet espace qui nous a permis d'échanger entre francophones
cela est extrêmement important, le moment où chacun, les gens sont en train de se battre. Parce que ce que nous avons en commun, non seulement c'est cette langue, mais aussi la culture, cette culture, la francophonie. Et nous sommes heureux de cette initiative de l'Association des élus de France, de pouvoir vraiment prochainement d'organiser aussi ce même salon qui est au Maroc. Et je pense que vous avez, à travers ce que vous avez réussi à faire ce salon, Monsieur le délégué général, vous avez été les meilleurs ambassadeurs de la francophonie à travers le monde. Ah, c'est très, très gentil. L'impact que ça a. Et ça nous a donné encore envie de nous battre pour l'extension vraiment de cette langue que nous avons en commun, de cette culture dans sa diversité. Parce que ça aussi, la langue française, c'est une diversité de cultures. C'est ça qui fait la force vraiment de la France. Donc, je pense que le Clé d'Orsay, le ministère de la francophonie au niveau de la France, au niveau de l'ensemble des pays francophones qui doivent vraiment vous décorer par rapport à ce que vous êtes en train de réussir dans cette forme de coopération. C'est le futur président de la République. Le premier Obama noir de l'Afrique. Voilà. Et qui, comme vous le savez, nous a permis, vous savez, je l'ai dit hier, le moment où le dialogue entre les États était un peu difficile, mais les élus ont toujours gardé ce corps, ont toujours dialogué. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est cela, pour vous dire que le salon, vraiment, ça a été pour nous un succès total. Parce que ce que nous avons eu cette fois-ci, on ne l'avons jamais eu. On nous a honorés, nous avons visité vraiment des sites, des institutions, des monuments historiques de la République française, à travers l'Assemblée nationale, le palais qui est Bourbon, à travers le Sénat, qui est le palais de Luxembourg, à travers le CSE. Donc tous ces sites historiques que nous avons eu à visiter, qui quand même, on se reconnaît dans cette culture, parce que le moment où on les a fait, nous étions tous sous la tutelle de la France et de cette francophonie, que nous aimons cette langue française et nous continuons vraiment à encore une fois plus. Voilà le bilan que je voulais vraiment tirer de cela. Et nous ne dirons jamais merci, monsieur le délégué général, et à nos amis marocains. Bon, les amis marocains, les élus et les élus et le corps enseignant. Le corps Monsieur le maire, même constat. Bonjour, premièrement, merci pour l'invitation pour y assister à cette émission très importante qui va mener et donner une vision sur le rôle des élus et aussi le rôle de l'association des élus de France que par voie de monsieur le délégué général, je remercie monsieur le président ainsi que tous les membres de l'association pour l'accueil chaleureux et l'organisation parfaite de ce salon-là au niveau ici de Paris. Et c'était vraiment un salon très, très réussi, comme a dit mon frère, le président du réseau des élus sénégalais. C'est que c'est une opportunité très intéressante pour nous comme des élus, dans un premier temps, et aussi très important pour ouvrir les relations et renforcer les relations de fraternité entre les pays et entre les populations de nos pays. C'est un salon très réussi et qui a réussi aussi à ensembler 3 délégations très importantes du Maroc, du Royaume du Maroc, du Sénégal et de l'Ukraine. Et c'était une opportunité pour nous, dans un premier temps, de se rencontrer, de faire changer des expertises, de voir les problématiques qu'on aura, de créer un lien très fort aujourd'hui et de le renforcer pour continuer le rôle que nous faisons au niveau de nos villes, au niveau local et aussi au niveau international. Donc pour nous, le salon aussi, des rencontres très importantes et très fructueuses, qu'on a rencontré des acteurs économiques français, des entreprises françaises qui font un bon travail et sont leaders dans leur domaine d'activité, par exemple l'éclairage public, les équipements sportifs, l'embellissement des façades, l'éclairage des façades. Donc c'est un salon très important qui a englobé tous les sujets et les projets sur lesquels on travaille, nous, de manière quotidienne dans nos villes. Donc, tout ce qui concerne la proximité
du citoyen. Donc c'était un salon très important et il a été finalisé par la signature d'une convention très importante entre l'Association des élus de France et aussi l'AMPCC, l'Association marocaine des présidents de conseils communaux, qui vise l'organisation du premier salon international de la francophonie au niveau du Maroc en novembre prochain, et des élus locaux. Donc ce sera une opportunité pour avoir plus de monde, plus d'élus qui viennent partout dans le monde de venir chez nous au Maroc pour voir les possibilités de faire pour faire ce salon-là au niveau du Maroc, et de créer un lien très grand pour renforcer et toujours pour promouvoir les relations entre les associations des élus et aussi entre les élus. Merci beaucoup. Est-ce que la régie peut me mettre des images de l'événement en illustre pour accompagner ces propos? Rudy, est-ce qu'on peut avoir des avancées concrètement de ce salon? Oui, alors évidemment, des avancées, elles sont concrètes. D'abord, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, en souhaitant en fait s'inscrire dans cette dynamique de convention que l'on a signée avec Ibn Tofel, comme disait notre cher Dia, avec la MPCC, comme disait notre cher Eradjeb, c'est qu'on a voulu en fait, au travers de cela, développer ce qu'on a appelé la diplomatie des territoires. C'est-à-dire comment est-ce que les élus locaux pouvaient être des personnes ressources, voilà, aux chancelleries, aux ambassades, au ministère des Affaires étrangères, sur des questions de diplomatie, mais dans une strate qui est la nôtre, qui est celle des élus, des élus locaux. Parce que nous pensons que les chancelleries peuvent énormément de choses, mais qu'elles ne peuvent pas tout, et que, a priori, il est intéressant, voire opportun, qu'elles puissent aussi être soutenues par les élus locaux. Et donc c'est comme ça que, par exemple, le maire de Poliana, vous en discuterez tout à l'heure, cher Carlyle, avec lui, nous avions aussi signé un accord de partenariat avec lui, donc encore un autre partenariat il y a 3 ans, où nous avions acheminé 6 tonnes de denrées alimentaires et de matériel d'hygiène avec le maire à Poliana, et nous avions signé un accord de coopération avec lui. Et donc, fort de notre événement, le Salon des élus francophones, nous avions voulu donc réunir toutes ces délégations, ainsi que des élus ukrainiens, et à l'issue duquel, enfin en tout cas à l'issue de notre événement, nous lui avons remis les clés et un car, un bus aux couleurs de l'Ukraine. Vous savez que comme ils sont mobilisés pour la guerre russo-ukrainienne, il y a un certain nombre de matériels qui sont mis à disposition, et donc nous avons voulu lui offrir ce car. Ce qui est important aussi de dire, c'est que, le président Ouri l'a dit aussi, c'est que voilà, lorsqu'il y avait des refroidissements, dira-t-on, entre certains États, il était important de maintenir ce contact. Et la diplomatie des territoires, finalement, c'est toute l'intelligence qu'on peut mettre en ordre, qu'on peut mettre en mouvement pour pouvoir mettre en place des événements, mettre en place des actions, mais qui ont l'objectif, finalement, de toucher directement le citoyen. Que ce soit pour nous en France, que ce soit pour les Sénégalais au Sénégal, les Marocains au Maroc ou bien les Ukrainiens en Ukraine. Cette diplomatie des territoires, elle s'engage directement dans l'action concrète auprès des citoyens. Donc les avancées sont là, parce que bientôt nous organiserons le Salon international des élus francophones au Maroc, mais on commence au Maroc, mais ensuite nous irons au Sénégal, nous irons ensuite dans d'autres contrées africaines, peut-être en Côte d'Ivoire, que sais-je, au Congo-Brazzaville, 3 points de suspension, n'est-ce pas, ou ailleurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir fédérer de toute façon les élus locaux autour de la francophonie, autour de l'amitié entre la France et les pays concernés, pour pouvoir réenchanter tous les dispositifs qui sont mis à notre disposition, comme le jumelage, comme l'action extérieure des collectivités territoriales, notamment au travers de la coopération décentralisée, et in fine, de pouvoir, encore une fois je le dis, toucher les populations civiles, parce que l'effectivité de l'amitié entre la France et ces pays, elle se situe surtout au niveau de la société civile, qui est véritablement le curseur, qui est le thermomètre en fait de cette relation. Plus la relation est bonne avec les sociétés civiles, plus elle est bonne aussi avec les États concernés. J'aimerais qu'on revienne sur un point qui était une des thématiques de table ronde, là, la promesse républicaine. Est-ce que c'était vraiment important pour vous d'aborder ce sujet? Et est-ce que vous sentez dans vos différents pays qu'elle se met véritablement en place aujourd'hui? Professeur.
Alors, je dirais, de mon point de vue, il ne s'agira pas pour le Maroc d'une promesse républicaine, mais d'une promesse royale. Et je pense que, du point de vue marocain, celle-ci... Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci, mais on peut l'aborder sous l'angle royal. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est pleinement accomplie, à mon sens. Mais je pense que la question sera beaucoup mieux traitée par les collègues, par les collègues élus. Mais voilà. Bah, la promesse républicaine, je peux vous en parler un petit peu, puisque c'est moi qui ai animé la table ronde. Mais je ne serai pas long, simplement pour vous dire que la promesse républicaine, d'abord, c'est une promesse. Et ensuite, la République, qui est quand même le bien commun. Cette République, finalement, elle doit nous donner à tous la capacité de pouvoir être reconnus comme des citoyens et en tant que tels, pouvoir nous permettre de nous développer, de grandir, d'avoir accès au développement, d'avoir accès à la, à la prospérité, etc. Et donc, bon, en tout cas, en France, il n'est pas interdit de penser que la promesse républicaine n'est pas totalement accomplie. Sinon, ce n'est pas un sujet que nous aurions abordé lors du Salon des élus francophones. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avions autour de la table ronde Madame Maï Traoré, qui est proviseure du lycée de l'école de Verre. Ici. Tout à fait, de l'école de Verre Lucas de Néou, d'ailleurs, certains de ses élèves ont travaillé sur la refonte de la cathédrale Notre-Dame. Nous avions aussi Bruno Pomar, qui est ancien policier et président de Raid Aventure, qui, avec 600 policiers bénévoles, s'occupe de réenchanter voilà, tout ce qui est l'inclusion au niveau de la jeunesse. Et nous avions aussi Pierre Cardot, ancien député maire de Chanteloup-les-Vignes, que l'on appelait à l'époque l'abbé Pierre des banlieues, puisqu'il avait une action avec une connotation fortement sociale. Sorti le thème Abbé Pierre dans je le mets entre parenthèses, mais bon, en tout cas, ça nous fait référence à une autre époque, pas celle d'aujourd'hui. Justement. Et aussi le député Aurélien Taché. Ouais. Et donc, c'était une très belle table ronde qui nous a permis de poser des constats concrets sur la promesse républicaine qui fonctionne de moins en moins bien aujourd'hui. On parle de l'ascenseur social qui est en panne, etc. Mais de poser des constats concrets, au-delà des constats concrets, de proposer des solutions qui nous permettent d'en sortir. Et comme le public était un public d'élus, donc nous qui avons la capacité d'agir sur le terrain, ces sociétés civiles, ils sont allés aussi de leurs recommandations et ça nous a permis vraiment... Oui, parce que c'est vous qui mettez en place aussi le contexte pour permettre à chacun d'atteindre cette promesse républicaine. Monsieur le maire, bon, la promesse républicaine à la sénégalaise, pas comme à la française. Hein. Comme vous le savez, nous, ici, les gens se battent beaucoup et il y a des termes qu'on appelle la laïcité, beaucoup d'autres termes qui ne se posent pas chez nous. Et nous avons ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant, hein, parce que ça permet un peu de voir un peu les deux visions. Ouais, voilà. C'est le vivre ensemble. C'est pas une promesse, c'est le premier de vivre ensemble. Ce vivre ensemble-là, c'est dans la diversité, chacun dans sa croyance. À l'intérieur même des confréries, il y a des différences à l'intérieur qui fait la diversité même de ces confréries. Et qu'il y a le vivre ensemble entre ce qui est tout ce qui est religieux, parce que d'abord le fondement c'est la foi, la croyance. Donc nous avons cette promesse de vivre ensemble dans cette paix qu'aujourd'hui vraiment que le Sénégal on n'a pas ce problème d'appartenance à la République ou pas, mais parce que nous savons vraiment cette promesse de vivre ensemble qui nous a permis et qui offre à chaque citoyen, à chaque comté, à chaque bout de territoire, que chacun, dans son domaine, qu'il puisse quand même exercer. Et la co-construction au niveau local, c'est-à-dire les innovations. Les innovations, la co-construction, la co-création, les idées dans le même panier, et qu'ensemble, au niveau local, au niveau des régions, au niveau des quartiers, pour que les gens puissent continuer à se vivre ensemble. Moi, je suis arrivé... je vais à l'église. Voilà, donc, il n'y a pas ce problème. Quand il y a des événements, il y a même les imams, maintenant, dans ma commune, qui vont à l'église le jour de la fête du 31 décembre. Donc, vous voyez, on n'a pas ce genre. Et on peut dire la même chose que le Maroc. On voit que le Maroc, c'est le royaume. Et vous avez... c'est ça qui fait la différence. Je pense entre vous, que votre promesse... C'est vrai que la République, elle est... très loin de... Exactement, pour nous. Voilà, pour nous, je pense, pour nous, ça sera, je vais dire, la vision royale. Parce que la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, c'est une vision globale de son peuple, de toutes les régions du Maroc, des 12 régions du Maroc, avec une vision stratégique qui vers de promouvoir et de pousser les villes, de créer de l'activité, de la
créativité dans la gestion quotidienne et surtout l'engagement des élus suivant la stratégie et les grands programmes lancés par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je vais dire une chose, c'est que la vision royale, ce n'était pas justement concernant le royaume du Maroc, mais avec le lancement de la stratégie de la coopération sud-sud avec tout le continent africain. C'est ça le plus essentiel, c'est de créer les relations bilatérales. Et c'était une vision royale très importante qui a poussé les relations pour renforcer les relations bilatérales entre tous les pays africains et aussi bien sûr avec le continent européen, américain ou bien partout dans le monde. Donc on parle d'une vision qui englobe et qui montre la relation historique entre le peuple et la monarchie marocaine. Et pour illustrer cette vision sud-sud là du roi, moi j'étais à Ben Guéri l'année dernière pour voir l'université. C'était incroyable les moyens qui sont mis à disposition pour accueillir tous ces élèves africains. Il y a plein de choses aussi qui sont faites, beaucoup d'aspects, avec l'engagement des femmes en politique, le Parlement, je crois, beaucoup de femmes. Exactement, alors juste pour rebondir sur ce qui a été dit, lorsque vous évoquez la promesse républicaine, j'ai comme l'impression, alors je parle à voix haute, je pense à voix haute plutôt, j'ai l'impression qu'on en demande un peu trop à la République et peut-être qu'on en a trop attendu de cette République et que finalement, maintenant qu'on parle de promesse républicaine, on lui fait peut-être endosser beaucoup de choses et que finalement, l'État français, il y a cette conception de l'État français qui était redevable à tous les citoyens de beaucoup de choses. Chose, j'ai l'impression, qui ne se retrouve pas dans tous les pays du sud de la Méditerranée, où on ne porte pas toutes ses espérances depuis des siècles sur l'État. C'est pourquoi le concept de vivre ensemble est assez intéressant. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que le fondement du contrat social dans notre société, il n'est pas davantage tourné vers ce que l'État peut nous offrir. Même si, bien sûr, aujourd'hui, avec le règne de Sa Majesté Mohamed VI, depuis son intronisation, a fait qu'effectivement, il y a cette vision royale qui pousse à croire en un avenir meilleur. Mais on n'est pas dans l'attente vraiment de cette promesse de quelque chose qui est dû et qui éventuellement ne serait pas honoré. Donc je pense que c'est davantage ça et que peut-être qu'il est temps, en tout cas pour les citoyens français, de ne pas trop culpabiliser l'État, de ne pas tout leur fournir. Ça râle beaucoup. Ce serait vraiment nous aider, comme il a dit la professeure. Ça rentre dans le cadre aussi de ce que disait John Fitzgerald Kennedy. Voilà, n'attendez pas tout de l'État, mais voilà, pensez aussi à ce que vous pouvez apporter à l'État. C'est ça. Exactement. Et je pense quand on regarde de loin la politique française ici, parce que nous sommes tous des francophones, c'est que on légifère trop en France. Et c'est dans la réactivité. Donc le plus souvent, ceux qui gouvernent légifèrent rapidement quand sur un événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision, une réflexion globale du vivre ensemble. Comment il faut légiférer le recul. Avec le recul. Mais c'est avec le cœur, avec l'émotion que les gens vraiment lèvent. Ce qui fait qu'on donne trop de choses à l'État, comme vous l'avez dit, on attend trop beaucoup de la République, que la République pourtant est incapable de répondre à ça. Vivre ensemble. Au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque village. Et comme ça. C'est ça, le vivre ensemble dans cette diversité-là. Pour aller plus loin, je dirais que la République, c'est pas moi, mais c'est nous. En deuxième partie, j'aimerais qu'on parle un peu, monsieur le maire, de vos villes, de vos actions. Si vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites, quels sont les atouts de vos différentes communes. En fait, moi, je suis le maire de la ville de Dakhla, qui se trouve dans une région qui s'appelle Dakhla Oued Dahab, au sud du Maroc. Donc, nous, c'est mon premier mandat. Du coup, j'avais vraiment un défi. C'est la participation des jeunes dans la gestion des collectivités locales et surtout que Dakhla, c'est une ville très importante et c'est la capitale de ma région. Donc, c'était vraiment un défi de faire dynamiser toutes ces actions. Donc, moi, pour la mairie de Dakhla, on travaille sur beaucoup d'aspects. Donc, on parle de tout, les choses qui ont une relation directe, de proximité avec les citoyens de ma ville. Dès le premier jour, j'ai essayé de créer une nouvelle stratégie de gestion de la ville. Donc, j'ai à peu près touché tous
tous les volets au niveau de ma mairie, à partir de la restructuration des réseaux d'assainissement, d'eau potable, d'éclairage public, la réutilisation des eaux usées aussi dans l'irrigation des espaces verts. Donc, il rentre dans le cadre des énergies vertes et contre la sécheresse, la création des espaces verts, des terrains de proximité, des marchés de proximité, aussi de porter la technologie et dans la gestion quotidienne. Du coup, j'ai essayé de créer un environnement plus moderne, soit dans l'embellissement ou bien l'aménagement des avenues, des territoires, ou bien dans la gestion quotidienne pour les citoyens, pour faciliter pour faciliter leur exploitation, soit des domaines publics, et aussi de faire toutes leurs démarches administratives au niveau de la commune de Dakhla, et aussi de créer un peu, par exemple dans ce salon-là, de créer de la promotion territoire de ma ville par promouvoir les produits que j'ai dans ma ville, dans ma commune, dans ce genre de salon. Et ce qui porte ça rentre dans le cadre de la diplomatie comment ? Territoriale. Oui, la diplomatie territoriale des élus. C'était l'un des moments très forts que j'ai montré une vidéo qui montre toutes les activités économiques, ou bien les secteurs économiques et les potentialités de ma ville, pour aussi attirer des investisseurs pour venir et investir dans ma ville. Bon, on ira à Dakhla bientôt. Ah, oui, bien sûr, vous êtes bienvenus. Donc, vous savez, moi, ma ville s'appelle Vélingara. Vélingara, le département de Vélingara, c'est le seul département qui fait frontière avec 3 pays. Wow. Donc, nous faisons frontière avec la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Et même le Mali n'est pas loin à travers Tambacounda. Donc, c'est un département, c'est une ville stratégique. Ce que je vais lancer un appel, c'est que les investisseurs puissent investir. Parce que dans le cadre de l'exportation, vous savez, le coût de production est moins cher. Et dans le cadre aussi des exportations, quand on produit quelque chose, on transforme à Vélingara, il est plus facile d'amener à Dakar, à Banjul, à Bissau, à Conakry et à Bamako. Bien sûr. Donc, quand on installe une usine à Dakar, vous allez faire 600 km pour arriver, ou bien vous allez faire 700 km pour arriver à la frontière du Mali. Vous allez faire au moins 500 km pour arriver à la frontière de la Guinée, de la Guinée-Bissau. Vous allez faire au moins 700 km, 800 km pour arriver à la frontière de la Guinée-Conakry. C'est la Guinée. Donc, vous voyez, et à Vélingara, vous êtes à 10 km de la Gambie, la capitale Bassé. Vous êtes à environ 50 km d'une capitale régionale de la Guinée-Bissau, à 30 km de la frontière. Et la Guinée, vous êtes à environ 50-60 km de Koundara. Ouais. Donc, c'est une ville quand même carrefour. Et quand vous regardez, vous allez voir aussi, parce qu'on a ce qu'on appelle le Dakar de Minagounas. Le Dakar, c'est une retraite spirituelle où les gens le font pendant 9 jours. Il y a beaucoup de pays maintenant qui participent. Pendant 9 jours, les gens sont dans la brousse, se recueillent pour prier. Ce qu'on appelle un événement annuel, le Dakar de Minagounas. Nous avons aussi un marché hebdomadaire qui s'appelle le marché de Yaoubé. Quand vous allez dans le marché de Yaoubé aussi, c'est dans le département de Vélingara. Il y a d'abord la religion, il y a aussi ces échanges. Le marché de Yaoubé, c'est l'un des plus importants de la sous-région, qui est toujours. Donc c'est pour vous dire. Dommage, je ne connais pas les images. Hein. Voilà. On aurait voyagé. Et là, si vous allez dans Google, vous allez voir ce qui est carrefour. Et un exemple. Prenons, par exemple, des cure-dents. Dans ma région, c'est une région où il y a la forêt, on coupe tout le bois. Et regardez, les cure-dents, on coupe le bois. Des fois, avec trafic, ça passe par la Gambie, ça va faire 4000 km pour aller en Chine. Et la Chine, on les met dans des petits boîtiers, on les ramène pour les revendre à une boîtier à 100 francs CFA. Vous vous rendez compte? Le trajet, ce que ça fait, 8000 km. Et pourtant, avec une petite machine, les cure-dents, on peut les fabriquer sur place. Oui, c'est un exemple qui fait qu'à travers vraiment cette diplomatie des territoires, nous allons voir les opportunités que chaque territoire offre.
pour quand même dire d'abord les échanges entre les collectivités territoriales. Exactement. j'ai J'ai beaucoup aimé l'échange que j'ai eu avec le maire d'Arla, que j'encourage. Ouais. Et je l'ai promis que nous allons connaître cet échange. Et pourquoi pas que d'Arla et Vélingara soient jumelés. Bien sûr. Voilà, Avec plaisir. c'est un jeune très dynamique. Depuis tout le séjour, nous sommes restés ensemble. Ouais, Voilà, donc c'est important qu'il y ait, au-delà de l'Ouest et du Sud, mais le Sud-Sud. Exactement. Le Sud-Sud. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'élus de travailler avec le Sud-Sud dans cette diversité. Bien sûr. Elle est extrêmement importante. Vous regardez le Sénégal. Le Sénégal a réussi une chose. Vous rentrez sans visa. Ouais. Vous resterez le temps que vous êtes, personne ne vous contrôlera pour vous dire que vous êtes là de façon irrégulière. Ça. Vous voyez ce que ça fait? Ouais. C'est un clin d'œil à... Non, c'est un exemple. Chacun, on doit apprendre des choses. Et ça ne remet pas en cause la sécurité. Il y a pas... Et l'autre thème, ce qui nous choque, et je pense qu'il faut qu'on discute de la francophonie. Oui, c'est le sujet là. On ne peut pas dire que nous avons des immigrés ici. Et les Français qui sont en Europe, c'est des expatriés. Pourquoi cette différence d'appellation? Et monsieur le maire, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que Je cela vais juste participe ajouter rapidement un petit point concernant mon frère, le président de l'association des élus sénégalais. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de ma mairie, j'ai essayé de créer un corps associatif des gens qui sont venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Mali, et aujourd'hui qui ont donné, parce qu'en début de mandat, chez nous au Maroc, on prépare un document qui s'appelle PAC. Le PAC, c'est le plan d'action communal qui dure sur 6 ans de mandat. Dans ce PAC-là, il y a beaucoup... Hein? Comme chez nous aussi. Ouais, donc dans ce PAC-là, il y a des associations sénégalais, ivoiriennes, maliennes qui ont assisté à la réalisation de ce PAC-là. C'est ça l'intégration des autres pays dans la gestion même de la collectivité, de la mairie de ma ville. Donc aujourd'hui, ils ont assisté pour donner leur vision, comment ils voient la ville, comment ils peuvent améliorer ça, diminuer ça. Et on a vraiment, au niveau de ma ville, il y a une intégration parfaite des gens qui sont venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Mali. Et aujourd'hui, même ici dans ma ville, il y a des gens du Sénégal qui sont des gérants des hôtels et les gens, ils ont la confiance totale dans ces gens-là pour l'exploitation même de leurs affaires personnelles, économiques. Je pense que ce défaut de mobilité là que vous évoquez tout à l'heure, est-ce que selon vous participe à réduire l'influence de la francophonie aujourd'hui? Non, pas seulement ici. Ma ville, il est à 1200 km de Dakar. Il a indexé un peu la France, par exemple, avec la question des immigrés. Non, je vous dis, parce que vous savez, qu'est-ce qui a amené aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a donné ces difficultés? Nous essayons d'être les amortisseurs pour renforcer ces liens. Bien sûr. Le moment où il y a cette francophobie. Voilà. Justement, c'est ça. Nous, tout ce qui amène, qui favorise, qui constitue du carburant, pour cela, nous devons en discuter en tant qu'élus. C'est cause pour laquelle j'ai dit, pourquoi on dit que quand quelqu'un quitte Afrique, on dit que c'est un immigré, et quand il va en Afrique, on dit que c'est un expatrié. En fin de compte, il faut le voir comme citoyen. Non, je n'ai pas une solution par rapport à ça, mais juste peut-être pour réagir à ce que dit monsieur le maire de Dakhla, par rapport au fait qu'en tout début de son mandat, vous avez essayé d'intéresser les jeunes à la participation à la vie communale, tout simplement. Juste un petit retour d'expérience sur Kénitra. Alors, bien entendu, l'AEF a un accord de partenariat avec la commune de Kénitra, et c'est à travers ce partenariat-là que nous avons signé également pour le partenariat académique. Et pour le coup, il y avait un projet qui avait été porté par la commune de Kénitra en vue de la construction, alors pour ne pas dire de bêtises, soit d'une maison d'orphelins ou de personnes âgées. C'est soit l'un, soit l'autre, j'en suis sûre. Et l'AEF avait effectivement servi de pont, de passerelle exactement, pour lancer un appel à participation qui a été diffusé auprès de nos étudiants à la faculté. Et on a 2 ou 3 de nos étudiants qui ont participé à ce projet-là. Et donc il y avait une première station ici à Rouen, donc où ils ont pu visiter un peu tous les locaux, etc. Ensuite, il y avait une autre station qui était celle de, je pense, Düsseldorf en Allemagne. Et donc l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'il était possible de construire ce bâtiment-là ici à Kénitra. Donc l'idée, effectivement aussi, à travers le partenariat avec l'Association des élus de France, c'est d'intéresser les jeunes à cette participation citoyenne. C'est pas pour qu'on est pris, notamment par ces études, qu'il faut faire abstraction de cela. Et pour le coup, l'action de monsieur le maire est très louable. Il nous reste une dizaine de minutes.
faut juste ajouter une petite chose, c'est que la participation des jeunes et des femmes dans le... Les femmes surtout. Ouais, les femmes dans les mairies, au niveau de tous les conseils au niveau du Maroc, on a une expérience très importante, c'est que 30% obligatoirement des membres de chaque conseil, c'est des femmes. C'est bien de le dire parce qu'on pense Ouais. que souvent c'est en France. Des préoccupations de parité. Par exemple, moi j'ai 35. Mais de ce côté-là, nous sommes le seul pays où il y a la parité absolue. Oui, c'est un Sénégal, l'expert. La parité absolue. Vous mettez un homme, vous mettez une femme. Vous mettez une femme, vous mettez un homme. Un homme. On y est tenu de toutes les façons. Non, En tant que continent africain, nous y sommes tenus. C'était pas gagné d'avance. C'est Nous pas, y c'est sommes pas gagné. tenus. Nous, au C'était pas Sénégal, gagné il y a eu d'avance. cette volonté politique qui nous a permis d'avoir cette parité absolue. Et au niveau des instances de bureau, Même que les ce soit assemblées. les collectivités territoriales, que ce soit l'Assemblée, tous les postes électifs, c'est la parité absolue. Exact. Et c'est ça aussi qui fait. Et je vous remercie, Michel le maire, d'avoir quand même valorisé, d'avoir mis à responsabilité ces gens qui vivent dans votre commune. C'est ça, le vivre ensemble. Oui, bien sûr. Le vivre Et puis ensemble, voilà. c'est le rôle aussi du maire et des maire. élus Et d'être un petit peu moteur d'un écosystème qui peut rapprocher, en fait, voilà, que ce soit ouais. la société civile au niveau de la jeunesse, les entreprises, etc. Moi, C'est un peu le rôle moteur que même là, l'UAL, nous essayons. nous avons, vous savez, au Sénégal, il y a 30 organisations de la société civile. Ils sont organisés à une plateforme qu'on appelle 3-4 Santé. Nous avons signé une convention avec eux. Parce qu'avant, le plus souvent, les bailleurs font beaucoup plus confiance à la société civile qu'aux élus. Or que les élus sont les dépositaires de la légitimité des populaires. J'ai dit, bon, donc, avant de se regarder face à nous avons aussi une convention. Ensemble, nous avons fait actuellement 7 régions du Sénégal pour un plaidoyer sur le financement maternel et infantile. Ouais. Donc, nous avons, à travers la société civile, ensemble avec les élus, nous avons organisé des CRD dans 7 régions, où c'est les gouverneurs qui ont présidé ces CRD. Et je voulais dire aussi, moi, en même temps, je suis le président de l'OIDP, c'est l'Observatoire international de la démocratie participative. Nous organisons du 8 au 10 octobre à Dakar, et c'est le Maroc, c'est le maire de Kinita qui représente non seulement qui est membre, mais qui est toute l'Afrique du Nord, le prix d'excellence sur le leadership local, qui sera vraiment donné à la plupart des collectivités au niveau africain. C'est important quand on parle de démocratie participative. Oui. Et il est important qu'en tant que chaîne internationale, de parler et que nous avons besoin vraiment d'un accompagnement. Oui, donc alors vous serez peut-être partenaire. Voilà, partenaire. Et nos amis marocains seront les invités d'honneur à travers le roi de Sa Majesté pour vraiment, parce que c'est quelque chose, c'est pour la première fois qu'on l'organise à l'espace continental. Moi, j'aimerais qu'on parle, pour terminer, un peu de la francophonie. Quand on voit certains pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso qui quittent l'OIF, est-ce que vous, en tant qu'élu francophone, vous constatez une baisse d'influence de la francophonie, qui est un outil diplomatique quand même, faut le dire. Vous savez, il faut faire la différence entre les élites et le peuple. Est-ce que, quand on quitte l'AOF, est-ce qu'on va dire que les populations ne parleront plus français? C'est ça. Non. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, c'est une culture qui... Vous ne pouvez pas aller à l'angle. C'est-à-dire que ça n'enlève rien l'ancrage de la francophonie dans les cœurs de ces populations africaines qui parlent cette langue. Et d'autres qui continuent vraiment à vouloir apprendre cette langue dans la diversité qui prend en compte les langues locales. Donc je pense que c'est pas... Moi, c'est ça que je vais apporter comme réponse. Et vous allez voir, quelle que soit la durée, ça n'enlèvera rien qu'on parlera tous le français au Niger, au Mali, au Burkina. Professeur. Alors, votre question me fait sourire, puisqu'en réalité, pour moi, la question n'a pas véritablement lieu d'être posée. Alors tout simplement parce qu'à mon niveau, au niveau de l'université, de toutes les universités marocaines, et pour ne prendre que l'exemple des sciences juridiques, le droit y est enseigné, l'étudiant a le choix, a la possibilité de choisir un parcours de droit en langue arabe ou en langue française en première année. Donc la francophonie, elle est là, elle est bien implantée depuis que le protectorat, depuis que l'on a été sous protectorat. Donc ce bilinguisme, si vous voulez, n'a jamais été supprimé, même après l'indépendance. Et autre chose qui fait que pour moi la francophonie, le débat n'a même pas lieu d'être, nous sommes profondément francophones au sein de la société marocaine.
Comme je rejoins mon cher professeur également lorsqu'il dit il faut peut-être faire la distinction entre le peuple et entre les élites. Le peuple marocain, bien que ce ne soit pas forcément les élites, parle français. Sans s'en rendre compte. Même s'ils sont fervents défenseurs de la langue arabe, ils vous parleront français, ils feront des mains et des pieds pour parler français lorsqu'un Français s'adressera à eux. Donc voilà. Il y a autre chose, peut-être une spécificité, pas une spécificité du Maroc, mais le Maroc dispose d'énormément d'AEFE, ce qu'on appelle les agences pour l'enseignement du français à l'étranger. Et dont je suis le pur produit, puisque je suis un produit des lycées français et j'ai poursuivi toutes mes études ici en France. Donc je vous assure, la francophonie est bien enracinée au sein de notre pays et elle n'est pas prête de partir. Monsieur Lebel, même constat aussi pour conclure. Par rapport, moi, je peux partir en dehors de ce dialogue-là parce qu'en fait, en fin de compte, le français ou bien l'arabe ou bien l'anglais, ce sont des langues de communication. Il faut se fixer et se baser sur les relations qui encouragent et développent nos villes et nos pays. C'est ça le plus essentiel. Mais en fin de compte, si tu parles français ou bien anglais ou bien arabe, l'essentiel c'est le résultat. La francophonie, c'est pas que la langue aussi. Hein. Non, mais non, bien sûr. Regarde, c'est Molière. C'est tout un package. D'ailleurs, ouais, c'est une culture, mais en fait, toujours, il y a chaque ville. Chaque pays a sa propre culture et il a aussi les valeurs de chaque pays qui se diffèrent d'un pays à l'autre. Mais en fin de compte, la langue, ce n'est pas un grand problème pour nous. Mais nous, au Maroc, bien sûr, ou bien comme élus, et aussi à l'association, l'AMPC, c'est l'association marocaine des présidents de conseils communaux, nous, on utilise le français. Nous, on est à Paris aujourd'hui, on parle français, on fait l'émission en français. Ça facilite la vie, en fait. J'avoue. Je pense que je ne maîtrise pas encore le Wolof. Il faut vraiment voir que ce sujet-là, c'est dépassé. Il faut se fixer et d'avoir une vision sur les stratégies qui visent le développement des peuples et des territoires de chaque pays et chaque commune. Oui, alors justement pour rebondir, nous on a un événement qui s'appelle la dictée géante des élus, et je pense que Carla, vous le connaissez, c'est un événement qui nous permet non seulement de pouvoir se parler en français, mais c'est un exercice qui nous permet d'employer la langue française, on va dire dans toutes ses subtilités, et dans cette grandeur de la pensée, du développement de la pensée que nous avons connu dans les études qu'on a pu faire au travers des philosophes des Lumières, etc., et bien d'autres grands écrivains comme Victor Hugo, etc. Donc finalement, la francophonie, c'est pas seulement le fait de parler français, mais c'est aussi le fait de penser un petit peu à la française, c'est-à-dire en termes de culture. C'est-à-dire que chaque pays a sa culture et sa façon de penser. Mais à partir du moment où on se parle français, quelque part, on s'ouvre des ponts, non seulement dans les mots, mais aussi dans la façon de construire notre raisonnement. Et ça nous permet en fait de partager bien plus que la langue. Ça nous permet de partager aussi une culture en commun. Justement. Et donc, dès lors, par exemple, que voilà, ça peut arriver, des pays francophones ne s'entendent pas très bien. Par exemple, la France, avec certains pays africains, ça peut arriver que parfois on puisse se fâcher. C'est comme dans une famille, parfois on s'entend bien, parfois on se fâche. Mais la francophonie nous donne en fait une espèce de lien culturel qui est un peu comme un lien familial. Et en s'évertuant et en s'employant à exercer cette langue de la meilleure façon que l'on peut, eh ben, ça nous permet aussi de s'instruire d'une bonne volonté afin de pouvoir réchauffer les relations quand il le faut et de s'inscrire à nouveau dans un avenir. Ça rapproche plus que ça ne sépare au final. Dernier point, moi je vais dire juste une chose, c'est que aujourd'hui si on parle de la culture française, la culture de la francophonie, moi j'ai fait mes études en France, donc je dois parler français, passer tout mon cycle d'ingénierie ici en France, donc c'est vraiment l'enseignement académique culturel français, il te donne des aspects qui te donne de l'expérience avant même de commencer ton travail. Donc c'est quelque chose de créer une valeur ajoutée sur nous pour bien avoir enchaîné toute l'expérience, toute la vie professionnelle après. Le français, c'est si vous éteignez la lumière, ça devait se... Mais quand vous allumez, on se voit. C'est ça qui nous permet de communiquer. J'aime bien ça. L'anglais, ça apporte la lumière. Le français, c'est la lumière. C'est la lumière. Très bien. Alors, pour le reste, nous avons nos collègues. Je pense qu'il ne faut pas prendre en compte
position politique, conjoncturelle. Ils ont des incidences quand même. C'est des instants qui arrivent. Mais le reste, nous sommes restés attachés. Mais nous, on est des élus locaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut Mais est-ce que vous avez des contacts avec des élus maliens, burkinabés? Oui, bien sûr. Je vous dis, Voilà. avant-hier, j'étais avec le président de l'association des élus du Mali, M. Maïga, à Séville, Bien sûr. en Espagne. Nous avons eu à travailler ensemble. Mais on a des jumelages avec des villes africaines au Mali, au Niger, au Sénégal. C'est une bonne nouvelle pour la francophonie et pour la diplomatie territoriale. Merci à tous les quatre. Diplomatie des territoires que l'AEF porte. Merci encore pour l'invitation et pour le partenariat. Je vais juste ajouter un petit mot concernant la gestion des collectivités territoriales. Je vais mettre un peu le message sur un fonds lancé par le ministère d'Intérieur marocain sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI de Lassis, qui s'appelle FACDI, le Fonds africain de coopération décentralisée internationale, et il nous aide à renforcer les relations bilatérales entre nous. Par exemple, l'année dernière, on a réalisé un projet très important au niveau de la mairie de Rufisque, au sud de Dakar, par le financement de ce fonds-là, qui a visé la réalisation d'un jardin public avec l'architecture marocaine au niveau de Dakar, et qui aujourd'hui qui est utilisé, exploité par à peu près 400 000 habitants au niveau de toute la ville de Rufisque. Et ça, c'est le genre des initiatives qui rentrent dans le cadre de la coopération sud-sud et la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI de Lassis. Merci Tout un tas de beaucoup. sujets dont on parlera lors du Salon international des élus francophones. Bah ouais, on prendra date La avec. démocratie parfaite de l'Observatoire international. Merci. Merci bien. Je vais maintenant laisser la parole à notre ami ukrainien, le maire de Poliana. Merci à tous les quatre et bon Merci. retour. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous accueillons le maire de Poliana, M. Ivan Drobeski. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Paris. Merci. Quel bilan faites-vous de ce salon des élus francophones? Яка ваша участь у цьому салоні франкофонів? Справа в тому, що цей салон започаткували, одним із організаторів є наші друзі, які підписали з нами угоду. Це Асоціація обраних Франції. On a fait l'accord de coopération entre la mairie de Polana et l'association des élus en France. C'est le commencement de notre amitié. Que représente la francophonie pour vous en tant qu'Ukrainien? Що представляє франкофонія в Україні? Ну, зараз, враховуючи ту ситуацію, яка сталася в Україні, всі прекрасно знають, що в нас іде війна, і Франція у цій війні показала себе як справжнім товаришем, і я вважаю, що франкофонія в Україні на сьогоднішній день є дуже об'єктивною. Так. Vous savez que la guerre, c'est terrible et notre pays est en guerre avec la Russie et la France est devenue notre amie et la francophonie, ça doit faire bien et beaucoup pour notre coopération, notre amitié. Et parlant de la guerre, comment vont les habitants de Poliana 3 ans après? Comment vivent-ils cette guerre? Est-ce qu'ils sont fatigués, épuisés? Поговоримо про війну. 3 роки вже війні. Як це населення Поляни і мерія переживає цю війну? 3 роки війни. Ми живемо в такому регіоні, де війни, як такової, бойових дій не відбувається. Але у нас проживає дуже багато переселених осіб, які страждають від війни, і вони проживають зараз на території нашої громади. Це призвело до того, що в нашої громади пішло навантаження на всю інфраструктуру, тому що ми в 3 рази збільшили кількість населення нашої громади. Cette région d'Ukraine, la Transcarpathie, se trouve à l'ouest de l'Ukraine. Pas de bombardement chez nous, mais quand même, nous sentons la guerre parce que la population de cette région a doublé, même triplé. Parce que beaucoup de réfugiés sont devenus habitants de cette région, et surtout de la région de Polana. Et parlons de l'accueil des réfugiés. Quel dispositif mettez-vous en place? Comment gérez-vous ces réfugiés, l'intégration, la vie de communauté?
І поговоримо про переселенців, про цих, що приїхали, що ви робите для них. Ну, ми, перш за все, ми провели реєстрацію, чітку реєстрацію, щоб розуміти потреби тих людей, які до нас попали. Які потреби в них існують. On a d'abord, on a fait la registration, on a enregistré tous qui sont venus dans cette région et on a demandé des besoins, ce qu'on a besoin ou qu'est-ce qu'elles veulent pour y habiter, pour y rester de cette région. Qu'est-ce qu'elles veulent? Habitation, la nourriture, etc., etc. Зараз, на сьогоднішній день, у нас всі сім'ї, які приїхали до нас, забезпечені всім необхідним. Ми надали їм житло, харчування, діти всі ходять, хто в садочок, хто в школу. Діти займаються ще й любими своїми справами, тому що у нас є школа мистецтв, хто на гітарі грає, хто в футбол грає, хто на бокс і тому подібне. Alors, ceux qui sont restés chez nous parce qu'une partie des réfugiés s'en sont allés. Aller à l'étranger, peut-être au revenu. Mais les restes qui sont restés ont tout. La nourriture, l'habitation, leurs enfants vont à l'école. Dans cette région, dans cette mairie, il y a une école secondaire, il y a les jardins d'enfants, la maternité, et il y a l'école musicale, l'école de l'art. Я особисто з 22-го року пішов добровольцем на війну. Il est bénévole, alors il prend part à la guerre. À la guerre. Et de 1222, il est militaire. Et maintenant, il est en congé. І зараз я тут у офіційній відпустці, так як на запрошення наших товаришів з Франції, я взяв відпустку і приїхав у Францію. Aujourd'hui, il est en France. En présent, il est en France. Il a pris le congé parce que nos amis français ont invité une délégation de notre pays. C'est la délégation de Polana. Justement, et l'association des élus de France vous a offert un bus, c'est bien ça? Oui. Quel est votre ressenti quand vous avez accueilli? Асоціація вибраних вам запропонувала автобус. Яке ви почуття щодо цього? На самому початку війни Асоціація вибраних приїздила до нас одними із перших, надавали нам допомогу по влаштуванню наших біженців. І тоді вони побачили, що до нас приїхало дуже багато дітей, і один автобус розвозив їх декілька разів, мусив їхати, щоб відвезти всіх. І тоді виникла ідея у них подарувати нам цей автобус. Il y a 3 ans, au commencement de la guerre, les représentants de cette association des élus sont venus chez nous avec l'aide humanitaire. Et ils ont vu une picture réelle, si vous voulez, de la situation pour ces réfugiés. Nous avons besoin de nourriture, des habits, des vêtements, etc., etc. Et il n'y avait qu'un autocar pour les enfants, pour amener les enfants là ou là. Et ils ont fait une décision de nous proposer, de nous offrir un autocar. Nous sommes actuellement diffusés ici en France, mais Global Africa, la chaîne, elle est repartie aussi sur le continent africain. Pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux Africains qui nous regardent? Ви бачили, що ми були сьогодні з представниками Африки. Які би ви послання дали представникам Африки і африканцям? Однозначно, у мене послання для всього світу. Незалежно від того, де би ми не жили, обрані всього світу мають збиратися, обговорювати питання болючі і шукати шляхи до миру любою ціною. І однозначно, що для того треба нам більше зустрічатися. І ми зараз офіційно робимо запрошення навіть нашим друзям, якими ми познайомилися тут із Африки, щоб вони приїхали на Україну, побачили, як ми живемо. Ми маємо мінятися досвідом і маємо брати найкращі практики один від одного.
Et alors, il a précisé non seulement au peuple de l'Afrique, mais à tout le monde, pour tout le monde. Il faut se rencontrer, il faut faire créer des coopérations d'amitié, il faut discuter telle ou telle question, pas à l'aide de la guerre, à l'aide des discussions. Et nous invitons nos amis qui sont devenus nos amis pendant ce séjour en France, d'aller venir chez nous et de voir notre train de vie et notre pays. Merci beaucoup, merci d'être sur notre plateau. Je vous transmets au nom de toute la chaîne nos salutations aux habitants de Poliana et à votre peuple dans cette épreuve. Передам вітання всім населенню, всім, хто бачить цей канал від імені вашої мерії Поляни. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.